Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre l'émission Point de vue de ce dimanche 18 décembre 2016. Nous avons le plaisir de recevoir M. Abdou Ndéné Sall. Il est le secrétaire d'État au réseau ferroviaire dans le gouvernement de la République du Sénégal. Vous voyez bien le prétexte, le lancement mercredi dernier des travaux du TER, le train express régional, qui entre dans le cadre d'un vaste chantier de rénovation de la voie ferrée dans notre pays. M. Sall, bonjour et merci. Bonjour M. Ning, merci aussi de l'invitation. Qu'est-ce que l'opinion doit comprendre dans cette dynamique de relance du réseau ferroviaire au Sénégal? L'opinion doit comprendre que le président de la République, il avait fait une promesse ferme de relancer les chemins de fer et il est en train de le réaliser. Le président est en train de respecter ses promesses, de redonner au chemin de fer sa place qui était là dans la mobilité des biens et services. D'accord. Donc, ce que je veux dire, le président de la République... Il mesure l'importance de ce secteur. Il mesure l'importance du secteur, le transport ferroviaire. Le transport ferroviaire, comme vous le savez, le président de la République, il a sa stratégie qui est sur le PSE, et les chemins de fer occupent une place importante dans le PSE. Vous savez, le président de la République, il a développé aussi sa vision du chemin de fer, qui est articulée autour d'un maillage du territoire, adossé aussi à de grands projets miniers, porteurs de croissance et de développement durable, et à un désenclavement de la région naturelle du Sénégal oriental et de la Casamance. Donc vraiment, nous avons un programme vraiment important de maillage du territoire avec 1500 km de nouvelles lignes de chemin de fer, c'est-à-dire programmé dans le cadre de l'horizon du PSE, c'est-à-dire de 2015 à 2035 sur les 20 ans. Et même le président de la République va faire à peu près 1500 km de nouvelles lignes. Ça, c'est le début simplement. D'accord. Alors, le projet phare de cette dynamique de relance du secteur, c'est évidemment, je l'ai rappelé tout à l'heure, le train express régional, dont les travaux viennent d'être lancés. On a bien compris les contours qui ont été expliqués d'ailleurs par le président de la République. Désengorger Dakar, connecter Diamniadio et puis desservir l'aéroport Blaise Diagne. Alors, comment le gouvernement a-t-il réussi à monter ce projet qui prend forme? Oui, comme vous le savez, lorsque le président a eu l'idée, il a imaginé un transport rapide quand même pour désengorger Dakar. Il nous a donné quand même l'ordre de pouvoir développer ce projet. Nous avions déjà mon ministre, Mansour Eliman Kane, a installé ce qu'on appelle un comité de pilotage. Et dans ce projet, nous sommes maîtres d'ouvrage, mais c'est l'APEX qui est maître d'ouvrage délégué. Et le comité de pilotage regroupe quand même toutes les spécificités et tous les techniciens qui ont eu de l'expérience dans ce genre de projet. Donc nous l'avons conduit ensemble avec l'APEX, avec l'agence des chemins de fer, avec le ministère, avec quand même Sistra, qui est la meilleure référence en termes de titre ferroviaire, pour quand même faire aboutir la vision du président de la République, qui était d'installer un transport rapide entre Dakar et sa banlieue, et entre Dakar, Diamniadio et Dakar AIBD. Donc pour ce projet, c'est le président qui l'a conçu, qui l'a imaginé d'abord. C'est le président qui l'a conçu, c'est le président qui est en train de le mettre en œuvre, parce que comme vous le savez, il a déclaré que lui-même, il va faire un suivi sans nous affecter, pour que le délai qu'il a déjà donné, parce qu'il a donné un délai, le 14 janvier 2017, en faisant le rétro-planning, nous avons 26 mois entre nous et ce délai de livraison pour pouvoir quand même organiser et exécuter les chantiers comme le veut le président de la République. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, le président de la République, quand il parle de la... il faut le comprendre, quand il parle
de sa nouvelle philosophie de l'action. C'est un homme qui est tourné vers le résultat. Donc, pour accompagner vraiment bien le président de la République, il faut être fixé, concentré sur les résultats, concentré sur l'exécution des projets, réduire les incertitudes, réduire les délais pour pouvoir livrer cette infrastructure qui est le projet le plus emblématique du régime du président Macky Sall en termes de complexité, d'abord en termes de valeur, en termes quand même de technologie, parce que nous changeons de technologie en termes d'entreprise. Il y a eu un allotissement, il y a à peu près 5 lots, il y a 5 lots pour la réalisation de ce projet. Il faut pouvoir coordonner tous ces lots pour qu'il n'y ait pas de problème sur le produit fini livré, sur les livrables terminés. Mais, et les partenaires techniques et financiers dans tout cela, comment avez-vous réussi à les mobiliser? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, tout ça, ça vient de la pertinence de la vision du président de la République, de son leadership. C'est ça qui nous a facilité la tâche, comme vous le savez. Les partenaires techniques et financiers ne viennent pas comme ça. Ils viennent selon, ils étudient le projet. Le projet a été bien étudié avec une analyse de faisabilité détaillée. C'est ce qui a amené les partenaires techniques et financiers à venir quand même accompagner le Sénégal qui est en même temps bailleur de ce projet pour pouvoir vraiment mettre le projet en forme, pouvoir le lancer et pouvoir le mettre en œuvre sur les 26 mois. Comme vous le savez, il n'y a qu'une gouvernance fiable, une stratégie crédible, un plan d'exploitation, c'est-à-dire des projets déclinés, clairement déclinés, qui peut mobiliser des investisseurs publics et privés. C'est ça actuellement. 566 milliards, c'est pas rien, c'est énorme. Oui, 568 milliards, c'est énorme, mais quand même, c'est un projet. C'est un projet, c'est le moment où le projet il se finance. C'est l'analyse de faisabilité du projet qui a impliqué quand même tous les partenaires pour nous accompagner. Parce que c'est un projet rentable, c'est un projet économiquement viable, parce qu'en fait, pour faire un projet, il faut se poser, d'abord, il y a ce qu'on appelle le processus d'élaboration du projet. La première question qu'il faut se poser, c'est si le projet répond à un besoin spécifique. Oui, le projet répond à un besoin spécifique de mobilité. Absolument. Entre Dakar et sa banlieue, entre Dakar et la nouvelle ville Diamniadio, entre Dakar et AIBD. Est-ce que le projet est économiquement rentable? Oui. Nous avons quand même des taux de rentabilité d'à peu près 11%. Est-ce que le projet est économiquement viable? Oui. Est-ce que nous avons les moyens de les financer? Oui. Le profil du pays, la bonne gouvernance, le leadership du président et sa vision, quand même, on montre sur la balance. On pose sur la balance, montre qu'on peut tout financer dans ce pays. Actuellement, c'est les projets peut-être qui manquent. Mais en fait, nous n'avons pas de problème de financement. Le président de la République, depuis son événement, 4 ans, il a mobilisé 5 000 milliards. Les régimes passés sur 12 ans arrivaient à peine à mobiliser 3 450 milliards. Donc, la capacité de mobilisation en termes de financement de projet, en termes de relèvement du niveau de vie des populations, a été multiplié par 4. Ouais. Vous voulez dire que c'est ce qui manquait au Sénégal? Ce qui manquait au Sénégal, c'est-à-dire la pertinence de la vision. C'est ça qui manquait. Maintenant, on a un président de la République qui est pertinent, qui a fait le tour, qui a fait le diagnostic de la société. Le PSE, c'est la quinquétance de la demande d'avenir telle que exprimée au président Macky Sall, qui a fait le tour du Sénégal, qui a diagnostiqué le pays, qui sait sur chaque secteur qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce secteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer le secteur. Toujours j'ai dit, le président Macky Sall, c'est les 3 R. C'est la rupture, la relance et la réhabilitation. Il vient, il diagnostique un secteur, il fait la rupture de ce qui se faisait, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gaspillage. Il fait la réhabilitation, il fait la relance. Et nous l'accompagnons dans ça. Donc, de façon plus simple, ce qu'on doit comprendre avec le TER, c'est qu'un pays qui aspire à l'émergence, normalement, doit disposer de ces infrastructures. Oui, comme l'a dit dans le discours du président Macky Sall, dernièrement à la conférence, là-bas, au lancement du TER, centre de conférence, il a dit que ce sont les infrastructures. Les infrastructures sont nécessaires pour l'émergence, pour la modernité
et pour le développement. Sans infrastructures, les gens ne pourront pas se déplacer, il n'y aura pas d'échange. En fait, on n'a jamais vu un pays qui s'est développé sans pour autant avoir des infrastructures adéquates qui peuvent résoudre les problèmes, les besoins de mobilité des populations. Comme vous le savez, Dakar, le président l'a dit l'autre jour, c'est 0,3% de l'espace. Dakar, 0,3% de la superficie générale du Sénégal. C'est 66% de l'activité économique. Les activités économiques sont concentrées, 66% sont concentrées à Dakar. C'est 25% de la population. Absolument. Vous avez vu, donc il y a un encombrement. Et maintenant, pour résoudre cet encombrement, c'est les transports de masse. C'est les transports de masse qui sont beaucoup plus économiques, beaucoup plus écologiques et beaucoup plus rentables, beaucoup plus démocratiques et beaucoup plus viables, beaucoup plus rentables politiquement, beaucoup plus rentables économiquement. C'est ça que le président est en train de mettre en œuvre avec le lancement de cette ère qui va améliorer sensiblement le niveau de vie des populations au niveau de la banlieue. C'est un train rapide sur 2 voies standards, 160 km à l'heure au maximum, avec une capacité de 115 000 voyages par jour. Actuellement, les petits trains de banlieue, il faut aller voir à la gare le matin, le soir, c'est un transport pendulaire. Le matin, les gens quittent la banlieue pour venir travailler à Dakar et le soir, ils rentrent. Vous voyez, c'est 15 000 à peu près personnes par jour. Le président de la République, c'est une révolution parce qu'il quitte 15 000 voyageurs par jour pour aller à 115 000 voyageurs par jour dans la sécurité, dans le confort. Parce que les facteurs, chaque secteur a ce qu'on appelle les facteurs de crédit, de succès. Les facteurs clés de succès du transport ferroviaire, c'est la régularité, la capacité, la fiabilité. Donc, actuellement, nous avons multiplié la capacité par 10. En termes de régularité, nous faisons un départ tous les 15 jours, tous les 15 minutes. Toutes les 15 minutes. Donc, c'est régulier, le temps d'arriver. Et c'est la précision. Là, nous avons la précision et la vitesse. Donc, il y a des temps d'arrivée, il y a quand même un écran. Entre deux gares, vous parlez du trajet 15 minutes, c'est quoi? Non, en 15, chaque départ. Chaque départ. À chaque 15 minutes, vous avez un départ de train. Parfait. Un départ de train. Chaque 15 minutes. De la gare de Dakar. De la gare de Dakar jusqu'à, mais comme c'est successif, c'est chaque 15 minutes, il y a un départ dans une gare de ça, c'est la régularité. C'est ça, c'est la régularité. Un transport, c'est la régularité. Parce qu'en fait, vous pouvez quitter votre maison et dire que je dois prendre le métro, le TR à telle heure. Ça va m'emmener dans ma destination à telle heure. Oui. Parce que n'oubliez pas que comme ce qui se passe en Europe, quoi. À terme, le TR, c'est pour quand même aller à l'aéroport. Il y a des trajets directs à l'aéroport. Et l'aéroport, les avions n'attendent pas. Il faut quand même programmer, quitter à l'heure, arriver à l'heure, sans embouteillage. Rien, c'est beaucoup plus démocratique, c'est beaucoup plus économique et vraiment ça va résoudre les problèmes de désengorgement vraiment qui se trouvent à Dakar avec quand même une super concentration des activités au niveau de Dakar, une super concentration de la population, une super concentration du trafic parce que nous avons, le président l'a dit l'autre jour, lors du lancement du TR, nous avons 40 000 nouvelles immatriculations par jour à Dakar. C'est intenable. C'est intenable. Les problèmes de pollution, les problèmes d'embouteillage, les problèmes d'accident. Vraiment, il faut vraiment développer les transports de masse. Et puis, la nature a horreur du vide. Il faut proposer un transport sûr, confortable, quand même pour attirer la demande. Très bien. Donc la sécurité, le confort, la régularité, évidemment tout cela rassemblé. La fiabilité. Oui. Tout cela rassemblé aura évidemment, je suis en train d'anticiper. Tout cela, c'est la modernité. C'est ce que le président va offrir
à la population. Oui. Le président faut offrir à la population la meilleure technologie. Il faut offrir à la population le meilleur moyen de se déplacer en sécurité. C'est ça. Ça, c'est des promesses du président de la République. Il sera accessible. Qu'il est entretenu. Oui, il sera accessible parce qu'en fait, nous avons calculé parce qu'en fait, nous avons augmenté le volume. En augmentant le volume, nous pouvons quand même assurer ce qu'on appelle la rentabilité de l'opération ferroviaire, avec la rentabilité de l'opération financière, avec des tarifs de 350, 500 au maximum, nous pouvons quand même... De Dakar à Diamniadio? Dakar à Diamniadio. Très bien. Entre 350 et 500? Dans 350 et 500. Okay. Nous avons plusieurs scénarios, mais vraiment, il n'y a pas de problème parce qu'actuellement, le petit train de banlieue qui est en train... Il y a deux tarifs, 150 et 200. Et si on calcule quand même ces mêmes trajets avec les bus, les cars Tata, avec les sectionnements qu'ils font, nous dépassons généralement les 500 francs et c'est le prix absolument, c'est tenable. qu'on peut faire. C'est tenable, c'est tenable. Absolument. Et nous avons fait des enquêtes d'acceptabilité du truc, des enquêtes d'engouement. Oui. Les gens quand même, ils nous ont félicité, les gens veulent se taire au niveau de la banlieue. Les gens veulent se taire, ils veulent quand même se taire, qui va améliorer sensiblement leur mobilité, qui va leur ouvrir des opportunités. Absolument. Parce que quand même, quitter la banlieue, venir rapidement en ville au bout de 15 minutes, parce que les 45 minutes, c'est le trajet Dakar à IBD. Au bout de la banlieue, la gare la plus éloignée de la banlieue, c'est la gare de Thiaroye Yeumbeul, c'est 15 minutes au plus. Et la première phase, c'est Dakar-Diamniadio. Ça veut dire qu'en 30 minutes, on est à Diamniadio, c'est ça? Oui, en 30 minutes, la première phase, c'est Dakar-Diamniadio. En 30 minutes, on est à Diamniadio. La deuxième phase, c'est Diamniadio à IBD. Comme vous le savez, à IBD aussi, l'année prochaine, on va mettre en service l'aéroport 2015. Fin d'année 2015, nous avons une demande de plus de 3 millions de voyageurs annuellement. Il faut pouvoir quitter Dakar rapidement, aller à l'aéroport sans amener de voiture. Oui. Et ça, c'est le transport ferroviaire, le TR-là que le président a mis en œuvre, qui peut l'assurer. Parce qu'il faut une régularité, il faut, comme j'ai dit, toujours la fiabilité, le train doit venir à l'heure, et il faut la capacité pour pouvoir quand même déplacer tous les gens qui quittaient Dakar quand même pour aller à l'aéroport de Dakar et aller rapidement à l'aéroport à IBD. Oui, qui sera livré en fin 2017, c'est ça? Le Dakar à IBD. Dakar à IBD, c'est bien après. La première phase, Dakar-Diamniadio va être livré en janvier 2019. Oui, le président de la République a insisté sur ce qui pourrait constituer des obstacles parce qu'évidemment, il faut, pour respecter le délai, que les conditions soient réunies. Je vous parlais de dégracissement sur le tracé, etc. Quel sera le rôle de vos services dans ce cadre-là? Oui, comme vous le savez, le président peut aller vite. Tout ça, on va avec les services de l'administration. On va créer des comités de pilotage. Vraiment, des comités de pilotage quand même pour adresser toutes ces questions et les résoudre rapidement. Le comité de pilotage pour la libération des Antilles sera dirigé par le Premier ministre. Donc vous voyez, le président de la République, tous les risques qui peuvent entraver quand même le déroulement normal de ces travaux vont être pris en charge. C'est le Premier ministre en personne qui va diriger ce comité de pilotage pour une libération rapide des emprises. Il y aura des services de Chine militaires, il y aura la gendarmerie, il y aura même l'armée s'il le faut. Parce qu'en fait, il faut aller vite. Il faut aller vite et c'est un projet qui ne doit pas souffrir de retard, qui ne doit pas souffrir de contraintes de libération d'emprise. Comme vous le savez, les chemins de fer, ils avaient le titre, le patrimoine foncier. Il y avait ce qu'on appelle le foncier ferroviaire. C'était 15 mètres de part et d'autre de l'axe du chemin de fer. Et sur le TR, nous avons besoin d'une emprise de 30 mètres.
30 mètres. 30 mètres qui veut faire 4 voies. Donc normalement, nous avons l'emprise. Nous avons l'emprise. Parce qu'il y a l'existant, nous avons l'emprise. Le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Les gens n'avaient pas de vision du chemin de fer. Ils ont abandonné le chemin de fer et les gens sont venus s'installer. Les gens sont venus s'installer. Il y a des gens qui ont même eu des titres fonciers. Je ne sais pas, comme le Sénégal avant et le Sénégal maintenant, c'est pas la même chose. Voilà, donc il y a des gens qui ont eu des titres fonciers, mais on va négocier avec eux parce qu'ils n'ont pas eu, ils ont eu frauduleusement ces titres fonciers. Donc on va négocier pour les dégager parce que le projet ne doit souffrir d'aucune contrainte de libération. Donc en fait, dans vous avez besoin de 30 mètres de part et d'autre du tracé, c'est ça? Non, on a besoin pour mettre 4 voies, on a besoin de 30 mètres. Mais au-delà, mais on a besoin quand même parce que nous allons faire un mur. Oui. Protecteur, un mur protecteur pour quand même baliser parce que c'est un transport rapide, bimode, électrique et thermique, bimode avec des caténaires d'électricité. Donc, on fera un mur de part et d'autre, des murs de part et d'autre. Sécuriser, quoi. Pour sécuriser avec des passages aériens pour ne pas handicaper la mobilité, la mobilité urbaine de part et d'autre dans l'axe du chemin de fer. Mais pour faire tout ça, on a besoin de plus d'autres, on a besoin de près de 50 mètres. Très bien. Mais en fait, les 30 mètres peuvent faire l'affaire pour quand même faire le transport sans problème. D'accord, mais il y a 14 gares. Oui. 14. Tu peux les citer? Oui. La gare de Dakar. Première gare de départ, le président de la République a repris la gare de Dakar. La gare de Dakar a été spoliée et vendue. Le président de la République a repris la gare de Dakar. C'est l'acte premier qu'il a fait. Oui, c'est emblématique ça. Oui, c'est une gare emblématique. Okay. Nous n'avons jamais vu une capitale qui n'a pas de gare. Donc la gare de Dakar, la gare de Colobane, la gare de Anne, la gare de Beaumarichis. Beaumarichis, on s'arrête là-bas, pour que vous le savez, le déplacement des gens pour aller vers la gare routière, c'est très difficile. Absolument. Maintenant, le TR va régler ce problème. Pour aller à la gare, c'est 7 minutes. Très bien. En quittant la gare de Dakar. De Beaumarichis, nous prenons une passerelle pour rentrer dans la gare routière. Ce qui fait quand même, ce qui fait de la gare de Beaumarichis un nœud multimodal extrêmement important. Très bien. Après Beaumarichis, nous allons à Pékin. Après Pékin, nous allons à Thiaroye. Après Thiaroye, nous allons à Yeumbeul. Après Yeumbeul, nous allons à Keur Massar. Après Keur Massar, nous allons à PNR, à l'entrée de Rufisque. Il y a un grand pont qu'on appelle passage à niveau, PNR. Après, on va à Rufisque, Bargny et Diamniadio. Très bien. Après Diamniadio, on fonce directement à AIBD, ce qui fait les 14 gares. Oui. La gare de Dakar sera reconstruite à l'identique, parce que quand même c'est un patrimoine historique. Nous allons garder la façade en augmentant en perspective les surfaces, parce qu'en fait, nous allons faire des gares modernes avec des activités qui génèrent des revenus. Absolument. À l'intérieur. Je voulais parler de cette dimension économique d'ailleurs. Une dimension économique extrêmement importante parce que ce sera des lieux de rencontres, avec des salles de cinéma, avec des gares modernes, gares modernes comme en Europe. Et ça, il y aura la gare de toutes les 14 gares vont être reconstruites. Il y a des gares de moindre importance, c'est-à-dire où il y aura seulement des haltes. Mais en fait, les 3 gares, la gare de Dakar, la gare de Diamniadio, la gare de AIBD, ce seront des gares vraiment modernes. Avec la gare de Rufisque, qui est aussi un patrimoine historique, on va conserver l'architecture coloniale, mais on va moderniser et on va augmenter les surfaces, la surface bâtie en perspective, en profondeur. D'accord. Finalement, donc, on aura 16 000 emplois, c'est ça? 10 000 emplois. 10 000. 10 000 emplois. Très bien. Nous aurons 10 000 emplois, en fait, dans la phase emploi direct-indirect. Et dans la phase exploitation, nous aurons 500 emplois dans la phase exploitation. Et il y aura une école. Il y aura une école qui est dédiée, une école des métiers de la mobilité.
urbaine, les gens, donc ce projet-là, c'est un projet quand même qui vient avec beaucoup de modalités, de transfert de compétences, de transfert de capacités. Donc on va former les gens parce que c'est un nouveau... Le président il change de paradigme. Il change de paradigme, il saute, lui-même il a dit, c'est une révolution. C'est une révolution, c'est une nouvelle technologie. C'est une nouvelle technologie parce qu'on quitte des trains diesel, écartement standard, écartement métrique, au train électrique, bimode, c'est-à-dire thermique et électrique, écartement standard avec une vitesse supérieure de 160 km à l'heure, vitesse supérieure de 160 km à l'heure, une capacité de 115 000 passagers par jour. Vraiment, c'est une révolution dans le ferroviaire. Mais en fait, je peux pas, on peut pas, il faut nous réserver quand même 10 minutes pour parler quand même du secteur ferroviaire. C'est pas le projet là, c'est le début simplement. On va y arriver. En fait, nous allons. On va y arriver. Je voulais d'ailleurs. C'est pour faire un clin d'œil un peu à Dakar Bamako ferroviaire, à l'axe qui était là depuis, qui est l'axe centenaire, Dakar Bamako. Les gens sont un peu inquiets, donc je vais les rassurer. On va y arriver. Vous dire que nous avons un ensemble de projets. On lance, maintenant les autres projets vont suivre. D'accord. Il y a d'ailleurs une question qui va constituer un lien par rapport à Dakar Bamako ferroviaire, parce que c'est évidemment un projet qui a été monté à la suite de la liquidation de Transrail. Alors il y a de l'expertise. Vous parlez tout à l'heure d'une école qui va accompagner cette dynamique, mais il y a quand même des gens qui ont travaillé dans les chemins de fer au Sénégal. Évidemment, qu'est-ce que vous allez en faire, tout cet expérience? En fait, les gens qui travaillent, ce qu'il faut dire que le chemin de fer, avec l'abandon de ce chemin de fer, l'abandon des présidents qui étaient là, ils n'avaient pas de vision, il y a eu un abandon du secteur, et même moi j'ai fait 1 an au chemin de fer. Et comme il n'y avait pas de perspective de carrière, et j'ai quitté pour aller dans le privé carrément, monter mon bureau et tout ça. J'ai continué quand même, je n'ai pas laissé le chemin de fer carrément, parce que lorsque la BAD a financé l'interconnexion des chemins de fer d'Afrique en standard, je faisais partie des consultants. D'accord. C'est ça, donc j'ai continué à travailler sur ça. Mais vous voulez dire quoi? Les gens qui sont actuellement au chemin de fer, qui sont restés au chemin de fer, et j'avoue que... Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, les gens qui sont bien formés, ils ne sont pas nombreux, parce que la plupart sont partis à la retraite. D'accord. Tu as vu, mais quand même, nous avons des cycles. Il y a une école, à part cette école-là, il y a une école interne au niveau de Dakar Bamako ferroviaire qui fait une recapacitation. Et on va former, parce que les métiers, comme nous changeons de technologie, ça change. Il faut quand même réadapter, les former pour une prise en charge optimale de ce nouveau système de transport ferroviaire. Alors, le TER n'est pas donc le seul projet dans ce renouveau du chemin de fer au Sénégal. Il y a, vous venez d'en parler, le Dakar Bamako ferroviaire. Comment se présente la situation à ce niveau-là? Bon, le Dakar Bamako ferroviaire, comme vous le savez, nous avons, comme je disais tout à l'heure, le président de la République, c'est l'homme des 3 R. La rupture, la réhabilitation et la recherche. Nous avions fait la rupture parce que quand même il y avait un privé qui était là, qui exploitait ce Dakar Bamako ferroviaire avec des pertes énormes, avec quand même une détérioration énorme de l'outil ferroviaire. Le président de la République, nous avons, avec le président malien, nous avions fait la rupture avec Transrail SA, on a installé une société transitoire, la transition. Très bien. Dakar Bamako ferroviaire. Oui. Dakar Bamako ferroviaire, quand même, c'est pour amorcer un processus de redressement ferroviaire. Nous avions mis en place un plan d'urgence. Le président de la République, un secteur qui ne marche pas, il met un plan d'urgence. Vous avez le plan d'urgence PIDC, Promoville, Puma. Oui. Les plans d'urgence, c'est pour régler, quand même faire du travail, régler les problèmes. Les gens ont demandé un fonds, ils ont évalué, ils ont demandé un fonds de 7,5 milliards 3,750 milliards par pays, pour amorcer un processus de relance de l'unité ferroviaire, au moins d'un plan d'urgence sur le matériel roulant, parce que Transrail, lorsqu'il partait, il nous a laissé une seule locomotive, un processus de matériel roulant, infrastructure et
un peu d'argent pour payer les salaires, en attendant qu'il y ait la fiabilité opérationnelle du transport, pour un équilibre financier de l'exploitation qui peut générer les salaires sans problème. Oui. Donc nous sommes là. En attendant, nous sommes en train de négocier avec des partenaires techniques financiers pour pouvoir réhabiliter, pour pouvoir reconstruire, parce que le président de la République dit qu'il abandonne le métrique. Parce que quand même, le métrique, c'est la technologie du dernier siècle, de 1900, 1800. Dakar-Saint-Louis, c'est 1885. Dakar-Bomozo, c'est 1924. Que ces travaux ont été réceptionnés. Maintenant, le président de la République, nous allons faire Dakar, Bamako, Dakar, Tamba à écartement standard avec un port sec. Le deuxième, c'est Tambacounda. Le deuxième tronçon, ce sera Tambacounda, Bamako à écartement standard. Là aussi, les deux présidents sont en train de travailler pour donner la meilleure infrastructure ferroviaire qui est du standard. Actuellement, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, ils sont tous en standard. En fait, nous avions eu un retard important sur le changement de technologie. C'est ça que nous allons faire. Ça, ce sera extrêmement important pour l'économie du pays. Parce que, comme vous le savez, il y a 400 camions. Le président l'a dit. Il y a 400 camions actuellement qui assurent le fret entre Dakar et Bamako. Ces 400 camions, c'est 6 trains. Les 400 camions vont contribuer à détériorer notre réseau routier, parce qu'avec les surcharges, avec quand même la répétition et tout ça, donc nous allons, lorsqu'on va faire le chemin de fer avec 6 trains, on va résoudre le problème des 400 camions qui quittent chaque jour Dakar pour assurer le fret vers le Mali. Et sur ces 400 camions, par exemple, la demande actuellement, la demande de transport au niveau du Mali, en termes de fret, c'est à peu près 3 millions de tonnes. Et les 3 millions de tonnes, les 65%, c'est la production, ce n'est même pas du fret qui vient du Mali, c'est la production des entreprises qui sont installées ici, comme vous le savez, les CIMA. C'est 6 millions de tonnes. La production, les 3 millions de tonnes sont consommées ici au Sénégal. Les autres 3 millions, il faut les évacuer vers le Mali et vers les autres pays du métropole. Même en Côte d'Ivoire, il y a 500 000 tonnes de ciment qui quittent Dakar, produits à Dakar, qui vont en Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, les industries, ils ont anticipé ce qu'on appelle les risques pays. Donc, ils préfèrent s'installer au Sénégal, faire une production au Sénégal et exporter vers les autres régions. Nous avons quand même des atouts importants. La stabilité politique, 3 alternants sans problème. La position géographique. Le cadre de vie et les potentialités agricoles, minières et touristiques. Donc nous avons quand même des potentialités. Alors il faut quand même faire une stratégie pour capter tous ces atouts que nous avons pour notre pays. Dakar, Bamako, dans quel délai? Dakar, Bamako, nous sommes en négociation, même actuellement avec le voyage que le président va faire, la visite d'État que le président va faire. On va continuer à négocier aussi avec les Français qui avaient quand même mis en place ce train-là. C'était un train français, c'est les Français qui les avions mis en place, 1885 et 1924. Donc pour les intéresser encore sur ce projet, pour que au moins, parce que ce projet, le président l'a mis dans le PSE, horizon 2015-2035, sur les 20 ans. Donc, nous ne laissons pas la société mourir. Actuellement, la société est en train de faire le transport. Bon, à Mala, ils font à peu près 15 trains le mois. 15 trains le mois qui peut leur assurer quand même la prise en charge des salaires, qui peut leur
assurer la prise en charge des questions sociales et tout ça, donc qui permet de maintenir l'activité en attendant de faire la réforme du secteur. La réforme du secteur, c'était structuration de la concession de travail, mise en place d'un nouveau schéma institutionnel avec une société de patrimoine, une société d'exploitation et un organe de régulation. Oui. Donc tout ça, c'est la dimension sociale est importante. Hein. Qu'est-ce qui va changer dans la vie de ces gens qui sont là actuellement? Ça ne va pas changer. Ils vont avoir des améliorations de salaire. Parce qu'en fait, nous allons avoir des recettes supplémentaires. Parce que si on réhabilite, on a beaucoup plus de trains, on a beaucoup plus de régularité, on a beaucoup plus de fiabilité, on a beaucoup plus de recettes. Les gens, les arrêts seront améliorés et tous les gens qui sont sur ce chemin de fer actuellement, 750 au niveau de Dakar, 750 au niveau de Bamako, vont être conservés mais en fait il y aura, comme nous changeons de technologie, le président est en train de changer de paradigme. Oui. Donc nous changeons de technologie. En changeant de technologie, il faut aussi que le personnel soit formé, recapacité pour pouvoir prendre en charge. D'accord. Parce que ce qui est important, c'est de conserver. Le président l'a dit tout de suite aux ICS, il faut que les gens, quand même, l'outil de production, elle est extrêmement importante. Si l'outil de production n'existe pas, il n'y a pas de travail. Absolument. Donc il faut que tout le monde travaille, tout le monde se reforme, parce qu'il y aura une école interne pour reformer les gens sur les nouveaux métiers du chemin de fer, pour pouvoir prendre en charge quand même ces nouvelles technologies, pour pouvoir être au top et assurer la fiabilité de ce transport. Parce que quand on dit fiabilité, il y a les machines, mais il y a les hommes aussi. D'accord. Alors, TER, on a compris, Dakar-Bamako ferroviaire, on a compris, mais il y a une ligne historique, Dakar-Saint-Louis. Oui. Qu'est-ce qu'elle... Mais le TER, le président l'a dit, le TER, c'est transport, c'est train express régional. Ça relie 2 régions. Donc ça, c'est la phase 1. Très bien. La phase 2, c'est Diamniadio, Thiès, Thiès-Saint-Louis. Très bien. L'autre phase, c'est AIBD, Mbour. C'est ça, des phases qui vont venir. Et lorsqu'on va basculer en standard sur le Dakar-Bamako, on va faire aussi le transport de voyageurs, parce que le projet que le président Macky Sall a sur le chemin de fer Dakar-Bamako, c'est un projet avec des objectifs clairs. 6 millions de tonnes de fret et 2 millions de voyageurs. Ça va vraiment raffermir les relations avec les pays, parce qu'en fait, vous connaissez le Mali et le Sénégal, c'était un seul pays avec la Fédération du Mali, avec ce chemin de fer qui a développé des relations vraiment très fortes entre les deux peuples. C'est ça que les deux présidents se sont donnés comme objectif, pour que le chemin de fer, d'avant que nous connaissons lorsqu'on était jeunes, parce que moi je suis de Tiawa, on s'est déplacé pour voir le chemin de fer à Rebouni, le chemin de fer que nous connaissons lorsqu'on était jeunes, que ce chemin de fer puisse être relancé, puisse être modernisé, pour que le Sénégal entre dans la modernité du transport ferroviaire, parce que le transport ferroviaire est extrêmement important en termes de solutions. Vous connaissez actuellement, nous avions beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Ce qui amène les accidents, c'est généralement la non-fiabilité des hommes, la plupart, mais sur 80%, mais sur 20%, quand même, ce sont les machines. Ce sont les machines, il y a la fatigue et tout ça. Donc le transport ferroviaire va permettre de réduire quand même les accidents qui sont énormes et qui nous coûtent à peu près 1% de notre taux de croissance. Absolument. De notre taux de croissance. 1% à peu près 1% oui, du PIB. D'accord. Même s'il y a des accidents aussi dans le chemin de fer. Nous ne le souhaitons pas en tout cas. Mais oui, mais en fait, il y a des accidents sur le chemin de fer. Mais en fait, nous allons à une technologie moderne avec des systèmes de communication, un système ce système qu'on a donné à Thales, télécommunication et courant fort, courant faible. Quand même, les accidents, c'est rare sur le chemin de fer maintenant. C'est comme l'avion. Les accidents sont rares.
Oui. Cette extension-là. Les accidents que vous voyez sur le chemin de fer, c'est vraiment le chemin de fer vraiment qui n'est pas moderne. En Afrique, c'est fait en Afrique toujours métrique avec des rails soudés, avec une non-homogénéité de ce qu'on appelle du chemin de fer en tant que tel. D'accord. Parce que le chemin de fer, c'est les rails, c'est le ballast, c'est la fondation et c'est les traverses. C'est les traverses des chemins de fer. Là où vous avez vu des accidents, il y avait 3 types de traverses sur le chemin de fer. Il y a des traverses en bois, il y a des traverses en fer et des traverses en béton. C'est pas homogène du tout. Okay. C'est pas homogène du tout. C'est ce que le président a refusé avec le projet de la Banque mondiale. Parce qu'il a dit, je vais vous offrir la meilleure solution à ma population. C'est ça qu'il est en train d'offrir à la population au niveau du TR. C'est ça qu'il va offrir à la population au niveau de Dakar, Bamako, qui va faire renaître des villes, qui va vraiment améliorer considérablement l'économie au niveau de ces qui va faire revivre des villes. Parce que vraiment, nous avions fait des enquêtes, mais vraiment les gens attendent quand même vraiment le chemin de fer, surtout Dakar Bamako. Les gens sont nostalgiques, comme on dit. Alors, pendant la visite d'État du président de la République en France, ce qui démarre ce lundi, vous le disiez tout à l'heure, il y a une étape importante à l'étape d'Alstom, les usines de Strasbourg. Quelle est l'importance de cette étape, justement, dans la dynamique actuelle dans la dynamique actuelle de lance chemin de fer, cette étape est extrêmement importante parce que l'usine d'Alstom, c'est un constructeur de matériaux roulants. Et nous avons, comme la commande que nous avons fait, les 15 trains que nous avons commandés à Alstom. Nous étions partis, nous avions déjà fait une mission d'identification. Mon ministre, moi et APIX, et le secteur ferroviaire dans sa globalité, c'est-à-dire l'agence des chemins de fer. Maintenant, le président, il va aller voir parce qu'en fait, il faut faire des projets dans la durée. Parce qu'on relance un secteur, il faut pouvoir signer des partenariats avec gagnant-gagnant, avec quand même ces sociétés qui ont déjà eu un marché avec le Sénégal. Il a eu un marché de 140 milliards Alstom pour nous construire à peu près 15 trains. 15 trains avec 4 voitures. 4 voitures, bon, vraiment, il faut voir. Le président de la République, tout ce qu'il fait, c'est le monitoring. C'est le monitoring. Vous le savez, vous avez vu le PIDC. Il est allé regarder qu'est-ce que les gens font réellement. Il est allé regarder, il est content. Il a rectifié certaines imperfections. C'est comme ça. Maintenant, lui-même, il va aller regarder s'imprégner. C'est le monitoring. Il fait le monitoring. Très bien. Parce qu'il faut faire le monitoring pour éviter les dérapages. Donc c'est ça. Donc ça entre dans le cadre du monitoring, du suivi de ces projets, du suivi de la coopération. Parce que vous savez, depuis 1982, je crois qu'il n'y a pas de visite d'État. C'est la relance quand même de la coopération entre le Sénégal et la France, extrêmement important parce que c'est la France qui nous avait colonisés. Nous avons eu beaucoup de retard. Le Sénégal était premier dans tous les secteurs. C'est avec le président Macky Sall qu'on reprend notre place de leadership parce que le train métrique a commencé au Sénégal. Donc le train standard va commencer aussi au Sénégal. Le train électrique standard va commencer aussi au Sénégal. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir la France à ses côtés pour nous accompagner pour le transfert de technologies. Comme vous le savez, la France est un champion en matière de transport ferroviaire. C'est une très, très, très bonne chose. Bien. Merci beaucoup, M. Abdou Ndéné Sall. Je précise encore que vous êtes le secrétaire d'État au réseau ferroviaire. C'est pourquoi, durant toute cette émission, on n'a parlé que de rails, des chemins de fer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, à vous aussi d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Merci.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre l'émission Point de vue de ce dimanche 18 décembre 2016. Nous avons le plaisir de recevoir M. Abdou Ndéné Sall. Il est le secrétaire d'État au réseau ferroviaire dans le gouvernement de la République du Sénégal. Vous voyez bien le prétexte, le lancement mercredi dernier des travaux du TER, le train express régional, qui entre dans le cadre d'un vaste chantier de rénovation de la voie ferrée dans notre pays. M. Sall, bonjour et merci. Bonjour M. Ning, merci aussi de l'invitation. Qu'est-ce que l'opinion doit comprendre dans cette dynamique de relance du réseau ferroviaire au Sénégal? L'opinion doit comprendre que le président de la République, il avait fait une promesse ferme de relancer les chemins de fer et il est en train de le réaliser. Le président est en train de respecter ses promesses, de redonner au chemin de fer sa place qui était là dans la mobilité des biens et services. D'accord. Donc, ce que je veux dire, le président de la République... Il mesure l'importance de ce secteur. Il mesure l'importance du secteur, le transport ferroviaire. Le transport ferroviaire, comme vous le savez, le président de la République, il a sa stratégie qui est sur le PSE, et les chemins de fer occupent une place importante dans le PSE. Vous savez, le président de la République, il a développé aussi sa vision du chemin de fer, qui est articulée autour d'un maillage du territoire, adossé aussi à de grands projets miniers, porteurs de croissance et de développement durable, et à un désenclavement de la région naturelle du Sénégal oriental et de la Casamance. Donc vraiment, nous avons un programme vraiment important de maillage du territoire avec 1500 km de nouvelles lignes de chemin de fer, c'est-à-dire programmé dans le cadre de l'horizon du PSE, c'est-à-dire de 2015 à 2035 sur les 20 ans. Et même le président de la République va faire à peu près 1500 km de nouvelles lignes. Ça, c'est le début simplement. D'accord. Alors, le projet phare de cette dynamique de relance du secteur, c'est évidemment, je l'ai rappelé tout à l'heure, le train express régional, dont les travaux viennent d'être lancés. On a bien compris les contours qui ont été expliqués d'ailleurs par le président de la République. Désengorger Dakar, connecter Diamniadio et puis desservir l'aéroport Blaise Diagne. Alors, comment le gouvernement a-t-il réussi à monter ce projet qui prend forme? Oui, comme vous le savez, lorsque le président a eu l'idée, il a imaginé un transport rapide quand même pour désengorger Dakar. Il nous a donné quand même l'ordre de pouvoir développer ce projet. Nous avions déjà mon ministre, Mansour Eliman Kane, a installé ce qu'on appelle un comité de pilotage. Et dans ce projet, nous sommes maîtres d'ouvrage, mais c'est l'APEC qui est maître d'ouvrage délégué. Et le comité de pilotage regroupe quand même toutes les spécificités et tous les techniciens qui ont eu de l'expérience dans ce genre de projet. Donc nous l'avons conduit ensemble avec l'APEX, avec l'agence des chemins de fer, avec le ministère, avec quand même Sistra, qui est la meilleure référence en termes de titre ferroviaire, pour quand même faire aboutir la vision du président de la République, qui était d'installer un transport rapide entre Dakar et sa banlieue et entre Dakar, Diamniadio et Dakar AIBD. Donc pour ce projet, c'est le président qui l'a conçu, qui l'a imaginé d'abord. C'est le président qui l'a conçu, c'est le président qui est en train de le mettre en œuvre, parce que comme vous le savez, il a déclaré que lui-même, il va faire un suivi sans nous avertir, pour que le délai qu'il a déjà donné, parce qu'il a donné un délai, le 14 janvier 2017, en faisant le rétro-planning, nous avons 26 mois entre nous et ce délai de livraison pour pouvoir quand même organiser et exécuter les chantiers comme le veut le président de la République. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, le président de la République, quand il parle de la... il faut le comprendre, quand il parle de sa nouvelle philosophie de l'action, c'est un homme qui est tourné vers le résultat.
Donc pour accompagner vraiment bien le président de la République, il faut être fixé, concentré sur les résultats, concentré sur l'exécution des projets, réduire les incertitudes, réduire les délais pour pouvoir livrer cette infrastructure qui est le projet le plus emblématique du régime du président Macky Sall en termes de complexité, d'abord en termes de valeur, en termes quand même de technologie, parce que nous changeons de technologie, en termes d'entreprise. Il y a eu un allotissement, il y a à peu près 5 lots, il y a 5 lots pour la réalisation de ce projet. Il faut pouvoir coordonner tous ces lots pour qu'il n'y ait pas de problème sur le produit fini livré, sur le livrable terminé. Mais, et les partenaires techniques et financiers dans tout cela, comment avez-vous réussi à les mobiliser? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, tout ça, ça vient de la pertinence de la vision du président de la République, de son leadership. C'est ça qui nous a facilité la tâche, comme vous le savez. Les partenaires techniques et financiers ne viennent pas comme ça. Ils viennent selon, ils étudient le projet. Le projet a été bien étudié avec une analyse de faisabilité détaillée. C'est ce qui a amené les partenaires techniques et financiers à venir quand même accompagner le Sénégal, qui est en même temps bailleur de ce projet, pour pouvoir vraiment mettre le projet en forme, pouvoir le lancer et pouvoir le mettre en œuvre sur les 26 mois. Comme vous le savez, il n'y a qu'une gouvernance fiable, une stratégie crédible, un plan d'exploitation, c'est-à-dire des projets déclinés, clairement déclinés, qui peut mobiliser les investisseurs publics et privés. C'est ça actuellement. 566 milliards, c'est pas rien, c'est énorme. Oui, 568 milliards, c'est énorme, mais quand même, c'est un projet. C'est un projet, c'est le moment où le projet il se finance. C'est l'analyse de faisabilité du projet qui a impliqué quand même tous les partenaires pour nous accompagner. Parce que c'est un projet rentable, c'est un projet économiquement viable, parce qu'en fait, pour faire un projet, il faut se poser, d'abord, il y a ce qu'on appelle le processus d'élaboration du projet. La première question qu'il faut se poser, c'est si le projet répond à un besoin spécifique. Oui, le projet répond à un besoin spécifique de mobilité. Absolument. Entre Dakar et sa banlieue, entre Dakar et la nouvelle ville Diamniadio, entre Dakar et AIBD. Est-ce que le projet est économiquement rentable? Oui. Nous avons quand même des taux de rentabilité d'à peu près 11%. Est-ce que le projet est économiquement viable? Oui. Est-ce que nous avons les moyens de les financer? Oui. Le profil du pays, la bonne gouvernance, le leadership du président et sa vie, la capacité, la fiabilité. Donc, actuellement, nous avons multiplié la capacité par 10. En termes de régularité, nous faisons un départ tous les 15 jours. Tous les 15 minutes. Toutes les 15 minutes. Donc c'est régulier, le temps d'arriver. Et c'est la précision. Là, nous avons la précision et la vitesse. Donc il y a des temps d'arrivée, il y a quand même un écran. Entre deux gares, vous parlez du trajet 15 minutes, c'est quoi? Non, en 15, chaque départ. Chaque départ. À chaque 15 minutes, vous avez un départ de train. Parfait. Un départ de train. Chaque 15 minutes. De la gare de Dakar. De la gare de Dakar jusqu'à, mais comme c'est successif, c'est chaque 15 minutes, il y a un départ sur dans une gare de 15 minutes. Mais les 15, c'est ça, c'est la régularité. Un transport, c'est la régularité. Parce qu'en fait, vous pouvez quitter votre maison et dire que je dois prendre le métro, le TR à telle heure. Ça va m'emmener dans ma destination à telle heure. Oui. Parce que n'oubliez pas que comme ce qui se passe en Europe, quoi. À terme, le TR, c'est pour quand même aller à l'aéroport. Il y a des trajets directs à l'aéroport. Et l'aéroport, les avions n'attendent pas. Il faut quand même programmer, quitter à l'heure, arriver à l'heure, sans embouteillage. Rien, c'est beaucoup plus démocratique, c'est beaucoup plus économique et vraiment ça va résoudre les problèmes de désengorgement vraiment qui se trouvent à Dakar avec quand même une super concentration des activités au niveau de Dakar, une super concentration de la population, une super concentration du trafic parce que nous avons, le président l'a dit l'autre jour, lors du lancement du TR, nous avons 40 000 nouvelles immatriculations par jour à Dakar. C'est intenable. C'est intenable. Les problèmes de pollution, les problèmes d'embouteillage,
les problèmes d'accident. Vraiment, il faut vraiment développer les transports de masse. Et puis, la nature a horreur du vide. Il faut proposer un transport sûr, confortable, quand même pour attirer la demande. Très bien. Donc la sécurité, le confort, la régularité, évidemment tout cela rassemblé. La fiabilité. Oui. Tout cela rassemblé aura évidemment, je suis en train d'anticiper. Tout cela, c'est la modalité. Oui. C'est ce que le président va offrir à la population. Oui. Le président faut offrir à la population la meilleure technologie. Il faut offrir à la population le meilleur moyen de se déplacer en sécurité. Ça c'est des promesses du président de la République. Il sera accessible. Oui, il sera accessible parce qu'en fait nous avons calculé parce qu'en fait nous avons augmenté le volume. En augmentant le volume, nous pouvons quand même assurer ce qu'on appelle la rentabilité de l'opération ferroviaire, avec la rentabilité de l'opération financière, avec des tarifs de 350, 500 au maximum, nous pouvons quand même... De Dakar à Diamniadio? Dakar à Diamniadio. Très bien. Entre 350 et 500? Dans 350 et 500. Okay. Nous avons plusieurs scénarios, mais vraiment, il n'y a pas de problème parce qu'actuellement, le petit train de banlieue qui est en train... Il y a deux tarifs, 150 et 200. Et si on calcule quand même ces mêmes trajets avec les bus, les cars Tata, avec les sectionnements qu'ils font, nous dépassons généralement les 500 francs et c'est le prix absolument, c'est tenable. qu'on peut faire. C'est tenable, c'est tenable. Absolument. Et nous avons fait des enquêtes d'acceptabilité du truc, des enquêtes de vision quand même. On posait sur la balance. On posait sur la balance, on peut tout financer dans ce pays. Actuellement, c'est les projets peut-être qui manquent. Mais en fait, nous n'avons pas de problème de financement. Le président de la République, depuis son événement, 4 ans, il a mobilisé 5 000 milliards. Les régimes passés sur 12 ans arrivaient à peine à mobiliser 3 450 milliards. Donc, la capacité de mobilisation en termes de financement de projets, en termes de relèvement du niveau de vie des populations a été multiplié par 4. Ouais. Vous voulez dire que c'est ce qui manquait au Sénégal? Ce qui manquait au Sénégal, c'est-à-dire la pertinence de la vision. C'est ça qui manquait. Maintenant, on a un président de la République qui est pertinent, qui a fait le tour, qui a fait le diagnostic de la société. Le PSE, c'est la quinquétance de la demande d'avenir telle que exprimée au président Macky Sall, qui a fait le tour du Sénégal, qui a diagnostiqué le pays, qui sait sur chaque secteur qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce secteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer le secteur. Toujours je dis, le président Macky Sall, c'est les 3 R. C'est la rupture, la relance et la réhabilitation. Il vient, il diagnostique un secteur, il fait la rupture de ce qui se faisait, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gaspillage. Il fait la réhabilitation, il fait la relance. Et nous l'accompagnons dans ça. Donc, de façon plus simple, ce qu'on doit comprendre avec le TER, c'est qu'un pays qui aspire à l'émergence, normalement, doit disposer de ces infrastructures. Oui, comme l'a dit dans le discours du président Macky Sall, dernièrement à la conférence, là-bas au lancement du TER, centre de conférence, il a dit que ce sont les infrastructures. Les infrastructures sont nécessaires pour l'émergence, pour la modernité et pour le développement. Sans infrastructure, les gens ne pourront pas se déplacer, il n'y aura pas d'échange. En fait, on n'a jamais vu un pays qui s'est développé sans pour autant avoir des infrastructures adéquates qui peuvent résoudre les problèmes, les besoins de mobilité des populations. Comme vous le savez, Dakar, le président l'a dit l'autre jour, c'est 0,3% de l'espace, Dakar, 0,3% de la superficie générale du Sénégal. C'est 66% de l'activité économique. Les activités économiques sont concentrées, 66% sont concentrées à Dakar. C'est 25% de la population. Absolument. Vous avez vu, donc il y a un encombrement. Et maintenant, pour résoudre cet encombrement, c'est les transports de masse. C'est les transports de masse qui sont beaucoup plus économiques, beaucoup plus écologiques et beaucoup plus rentables, beaucoup plus démocratiques et beaucoup plus viables, beaucoup plus rentables politiquement, beaucoup plus rentables économiquement.
C'est ça que le président est en train de mettre en œuvre avec le lancement de cette TR qui va améliorer sensiblement le niveau de vie des populations au niveau de la banlieue. C'est un train rapide sur 2 voies standards, 160 km à l'heure au maximum, avec une capacité de 115 000 voyages par jour. Actuellement, les petits trains de banlieue, il faut aller voir à la gare le matin et le soir. C'est un transport pendulaire. Le matin, les gens quittent la banlieue pour venir travailler à Dakar et le soir, ils rentrent. Vous voyez, c'est 15 000 à peu près personnes par jour. Le président de la République, c'est une révolution parce qu'il quitte 15 000 voyageurs par jour pour aller à 115 000 voyageurs par jour dans la sécurité, dans le confort. Parce que les facteurs, chaque secteur a ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès du transport ferroviaire, c'est la régularité d'engouement. Oui. Les gens, quand même, ils nous ont félicité. Les gens veulent se taire au niveau de la banlieue. Les gens veulent se taire, ils veulent quand même se taire qui va améliorer sensiblement le mouvement, qui va leur ouvrir des opportunités. Absolument. Parce que quand même, quitter la banlieue, venir rapidement en ville au bout de 15 minutes, parce que les 45 minutes, c'est le trajet Dakar à IBD. Au bout de la banlieue, la gare la plus éloignée de la banlieue, c'est la gare de Thiaroye Yeumbeul, c'est 15 minutes au plus. Et la première phase, c'est Dakar-Diamniadio. Ça veut dire qu'en 30 minutes, on est à Diamniadio, c'est ça? Oui, en 30 minutes, la première phase, c'est Dakar-Diamniadio. En 30 minutes, on est à Diamniadio. La deuxième phase, c'est Diamniadio à IBD. Comme vous le savez, à IBD aussi, l'année prochaine, on va mettre en service l'aéroport 2015. Fin d'année 2015, nous avons une demande de plus de 3 millions de voyageurs annuellement. Il faut pouvoir quitter Dakar rapidement, aller à l'aéroport sans amener de voiture. Et ça, c'est le transport ferroviaire, le ce TR-là que le président a mis en œuvre, qui peut l'assurer. Parce qu'il faut une régularité, il faut, comme j'ai dit, toujours la fiabilité. Le train doit venir à l'heure et il faut la capacité pour pouvoir quand même déplacer tous les gens qui quittaient Dakar quand même pour aller à l'aéroport de Dakar et aller rapidement à l'aéroport à IBD. Oui, qui sera livré en fin 2017, c'est ça? Le Dakar AIBD. Dakar AIBD, c'est bien après. La première phase, Dakar Diamniadio va être livré en janvier 2019. Oui, le président de la République a insisté sur ce qui pourrait constituer des obstacles parce qu'évidemment, il faut, pour respecter le délai, que les conditions soient réunies. Je vous parlais des déguerpissements sur le tracé, etc. Quel sera le rôle de vos services dans ce cadre-là? Oui, comme vous le savez, le président peut aller vite. Tout ça, on va avec les services de l'administration. On va créer des comités de pilotage, vraiment des comités de pilotage quand même pour adresser toutes ces questions et les résoudre rapidement. Le comité de pilotage pour la libération des entreprises sera dirigé par le Premier ministre. Donc vous voyez, le président de la République, tous les risques qui peuvent entraver quand même le déroulement normal de ces travaux vont être pris en charge. C'est le Premier ministre en personne qui va diriger ce comité de pilotage pour une libération rapide des emprises. Il y aura des services de Chine militaires, il y aura la gendarmerie, il y aura même l'armée s'il le faut. Parce qu'en fait, il faut aller vite. Il faut aller vite et c'est un projet qui ne doit pas souffrir de retard, qui ne doit pas souffrir de contraintes de libération d'emprise. Comme vous le savez, les chemins de fer, ils avaient le patrimoine foncier. Il y avait ce qu'on appelle le foncier ferroviaire. C'était 15 mètres de part et d'autre de l'axe du chemin de fer. Et sur le TR, nous avons besoin d'une emprise de 30 mètres.
30 mètres. 30 mètres qui veut faire 4 voies. Donc normalement, nous avons l'emprise. Nous avons l'emprise. Parce qu'il y a l'existant, nous avons l'emprise. Le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Les gens n'avaient pas de vision du chemin de fer. Ils ont abandonné le chemin de fer et les gens sont venus s'installer. Les gens sont venus s'installer. Il y a des gens qui ont même eu des titres fonciers. Je ne sais pas comment le Sénégal avant et le Sénégal maintenant, c'est pas la même chose. Voilà, donc il y a des gens qui ont eu des titres fonciers, mais on va